est faite. OK. Est-ce que la personne, elle est faite pour être un testeur ou non? Donc, le test entre vocation ou passion, ou vraiment c'est le métier qui vous convient convenablement, parfaitement. Donc, supposons que vous êtes déjà fait pour être un testeur. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous donner une idée des recommandations, des conseils, comment réussir vos premiers pas en tant que testeur. Je dis vos premiers pas, ça ne veut pas dire que les personnes expérimentées, ça ne va pas être enrichissant pour eux, ça va être enrichissant pour nous tous. Donc, toutes les remarques sont les bienvenues. Au début, j'ai pensé à faire un petit exercice. On fait un code, on montre un code ou bien quelque chose et on cherche l'anomalie. Mais après, suite à la séance d'hier, j'ai enlevé cette partie et je me suis dit que pour cette partie-là, l'échange, il est vraiment très important et très bénéfique pour tout le monde. Donc, je voulais profiter de l'heure qu'on va passer ensemble pour voir et échanger. Après, on va parler en français parce que nous avons nos amis des Maghrébins ou bien qui ne sont pas arabes, donc on ne pourra pas parler en français, sachant que le français n'est pas ma langue et votre langue native. Donc, même si vous n'arrivez pas à bien vous exprimer ou bien ne trouvez pas les mots, essayons de parler même ces mots-là en arabe, on va traduire pour nos amis essentiellement que l'information arrive et qu'elle sera comprise. Donc, c'était le sujet d'ailleurs qu'on a discuté hier avec Alpha et elle a planifié même quand elle va vous aider pour la rédaction de CV et tout, de parler de la communication et l'importance de la communication, même si ce qu'on va dire n'est pas tout à fait parfait. Donc là, ce sera notre volet pour une autre séance qui va être faite avec Alpha. Avançons dans notre thème. Donc, voilà, Il y a très une bien. petite question là pour vous rassurer pour l'enregistrement. C'est enregistré et on va partager le lien sur le site de notre communauté et le canal de YouTube. Donc, vous allez trouver l'enregistrement quelque part et on va le partager après la séance. Donc, pas sur Oui, votre Drive, mais plutôt sur LinkedIn, sur YouTube et sur le site de la communauté. parfait. Voilà, donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc j'ai 14 ans d'expérience, dans 10 à peu près dans le testing. Je suis certifiée avancée et fondamentale dans Technical Test Analyst et la partie managériale, Test Manager. Actuellement, je suis en préparation de la TMMI pour avoir la casquette d'auditeur officielle parce que je fais les audits, mais pour le moment, je n'ai pas encore eu la TMMI, c'est en cours. Voilà, donc pour moi, le testing, c'est une passion, c'est plus qu'un travail, c'est une méthode de vie, de réflexion, d'échange. C'est quelque chose que j'aime bien et je vous invite par la même occasion d'aimer ce que vous faites pour ne pas, pour passer du temps en tant que personne heureuse. Voilà. Donc, vous voyez, parfois, je ne trouve pas les mots, mais je trouve d'autres mots alternatifs. Donc, juste pour vous encourager de parler et discuter après, n'ayez pas peur de dire des choses qui ne sont pas tout à fait justes. Donc, essentiellement, qu'on communique et que l'information arrive à se partager et à se transmettre. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de partager et de naviguer avec succès dans le monde logiciel en donnant des remarques, des conseils pratiques pour avoir des testeurs aspirants. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, nous allons commencer par les fondamentaux du test logiciel. On va parler après de l'importance de la certification et du développement professionnel. C'est le sujet qu'on a entamé hier et je vous ai dit, ce sera une grande partie pour d'aujourd'hui. On va voir ensemble des astuces pratiques pour réussir. Après, nous allons nous lancer dans un échange libre. Donc, euh, le testing. C'est quoi réellement le testing? Qu'est-ce qu'on attend d'un testeur? La première chose, bien sûr,
c'est de vérifier la qualité logicielle, tout simplement. On a recruté un testeur. Son rôle principal, c'est d'être sûr que la qualité logicielle, elle est bonne. Donc ça, c'est notre premier rôle en tant que testeur parmi les fondamentaux de test logiciel. La deuxième chose, c'est d'assurer la conformité aux spécifications. Donc là, c'est un mot technique, les spécifications. Qu'est-ce que ça veut dire, les spécifications? Par exemple, sortant du monde de testing, j'ai un client qui voulait que je lui fabrique euh, un moto. Voilà. Donc, il la voulait rouge avec des spécifications précises. Donc, mon rôle en tant que testeur, c'est de vérifier qu'après le moto a été fabriqué, que ça convient à ce qu'il a demandé ou non. Donc, c'est ce qu'on dit, l'assurance que à la conformité aux spécifications. Le point suivant, c'est que dès qu'il y aura une erreur, nous devrons l'identifier. Donc là, en général, on se dit que les testeurs, ce sont des chasseurs de bugs. Qu'est-ce que ça veut dire, chasseurs de bugs? Ce sont des personnes qui cherchent, s'il y en a des anomalies, pas à les corriger, mais plutôt à les remonter. Donc, d'ailleurs, comme on a parlé lors du dernier webinaire, on a dit que parmi les caractères d'un testeur, c'est d'avoir le pessimisme professionnel. Qu'est-ce que ça veut dire, le pessimisme professionnel? C'est qu'il croit qu'il y en a des anomalies dans le code. Il croit qu'il y en a des anomalies dans le livrable. Il croit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'application. Donc, pourquoi il croit? Pour chercher si réellement, s'il y en a une anomalie réellement, il y en a un bug, il y en a une il y en a un dysfonctionnement ou il n'y en a pas. Donc, ça, c'est parmi les rôles d'un testeur. Donc, là, s'il va trouver quelque chose qui ne va pas, automatiquement, il doit la remonter pour que ça sera corrigé. Donc, parmi les fondamentaux de test logiciel, le testeur, il devra identifier proactivement les erreurs. Et j'insiste beaucoup pour le mot proactif. On a deux mots, on a réactif et proactif. Réactif, c'est que dès qu'on aura quelque chose pas prête, on va faire la réaction de chercher l'erreur. Par contre, quelque chose proactif, c'est quelque chose qui commence avant même que le développeur commence le développement de code. Là, vous allez demander comment je pourrais chercher une erreur si le code n'est pas encore écrit. Rappelons-nous que là, on a dit que le rôle de testeur, c'est d'assurer la conformité aux spécifications. Donc, dès que nous aurons des spécifications, nous devrons chercher les erreurs. Et ça fait parmi un des principes fondamentaux de test qui est tester tôt. Il faut toujours commencer les tests assez tôt. Donc, l'utilisation des scénarios de test. Qu'est-ce que ça veut dire, utilisation des scénarios de test? L'utilisation des scénarios de test, ça veut dire qu'il faut imaginer des scénarios, quels que soient positifs ou négatifs. Il y en a parfois des testeurs débutants et entrent dans un projet dès les premiers jours de travail, ils commencent à remonter des anomalies où il y en a des testeurs expérimentés qui ne l'ont pas vu. Pourquoi? Parce que réellement, ce nouveau testeur, il ne connaît pas très bien l'application, donc il va faire des mauvaises manipulations là où il va trouver des erreurs qui n'ont pas été vues par les testeurs qui ont de l'expérience sur l'application. Et là, je voulais donner un exemple pour que l'image soit plus claire. Je reviens toujours pour l'exemple d'authentification. Donc, pour l'authentification, il faut introduire un login valide, un mot de passe valide et cliquer sur le bouton se connecter pour pouvoir accéder à l'interface suivante. Imaginez qu'un testeur, pas question débutant, mais qui n'a pas connaissance à l'application, au lieu d'entrer un login, il a entré, par exemple, son nom et prénom. Et il a écrit le mot de passe et quand il a cliqué sur le bouton se connecter, ça fonctionne.
Donc là, il pourra voir qu'il y a que une exigence qui devrait être écrire le login n'a pas été écrite ou bien codée correctement. Donc là, pourquoi je dis cet exemple-là? Pour donner l'importance, mettre l'accent sur l'importance du fait d'écrire des scénarios de test différents. Les scénarios qui vont aboutir à un résultat positif et les scénarios de test là où on attend des messages d'erreur ou bien imaginons que quelqu'un ne sait pas bien utiliser l'application, il va introduire n'importe quoi et voir comment l'application, elle va réagir. Voilà, donc on passe. Donc, c'est quoi la fiabilité avant le déploiement? Est-ce que le testeur, il va tester l'application après qu'on l'a vendue? Certainement que non. On va la tester pour que après qu'on va la vendre, quand on va la mettre en production, elle doit être fiable. Donc, le testeur, son rôle là, c'est de vérifier que l'application, elle est fiable avant que le déploiement sera fait. Donc, tout simplement. On va parler là du rôle de testeur. Donc, juste pour vous mettre dans le banc, on a commencé les fondamentaux du test logiciel et je dis bien là, c'est pas les fondamentaux que nous voyons dans l'ISTQB, tester tôt, le paradoxe des pesticides, ainsi, les principes généraux de test. Non, c'est pas ça. Ça, les fondamentaux de test logiciel en général. Donc, pour avoir une idée générale sur le monde de testing pour les personnes qui viennent juste de commencer. Donc, dans la partie fondamentaux, nous allons voir la définition des concepts de test, après le rôle de testeur, après nous allons passer à les compétences techniques. Donc, là, on est dans les rôles de testeur. Donc, parmi les rôles de testeur, voilà, c'est la participation dès le début de développement. Et là, je mets l'accent sur... euh, en fait, il y en a deux types de testeurs. Il y en a un testeur qui attend que le produit sera fabriqué. À ce moment-là, il va commencer à écrire ses cas de test en se basant sur ce qui a été développé, mais pour écrire les cas de test. À ce moment-là, qu'il va commencer à comprendre l'application. À ce moment-là, qu'il va commencer à comprendre les spécifications. Or, ça ne devrait pas être de cette façon-là. Il faut commencer avant même le début de développement. Moi, j'ai écrit dès le début, mais avant même le début de développement. Dès que nous avons un brouillon des spécifications, le testeur, il pourra commencer à réfléchir au cas de test. Il pourra commencer à écrire, par exemple, les conditions de test. Donc, son travail, il commence avant que le code sera écrit. Moi, ce que je recommande dans mes équipes, c'est que dès que le développement est fini, dès que l'équipe de test va recevoir une livraison, les cas de test devraient être écrits. Donc là, on peut passer directement à l'exécution de cas de test. On ne va pas attendre à ce moment-là d'écrire les cas de test. Et avec cette façon-là, l'équipe de test se trouve impliquée dès le début parce qu'elle sait qu'elle devrait écrire les cas de test avant écrire les cas de test avant de recevoir la livraison. En parallèle avec le développement, les développeurs commencent à développer, les testeurs commencent à écrire les cas de test. Donc, pour écrire les cas de test, ils doivent comprendre de quoi il s'agit. Ils doivent comprendre les spécifications. Voilà. Donc, euh, et là, c'est un chapitre très important. Donc, la collaboration étroite avec les développeurs. Et je ne vous cache pas, c'est, c'est, c'est la cause de réussite après Rabbi Subhanahu. En fait, quand j'ai commencé le travail, et là, c'est une expérience que je partage tout le temps avec les personnes que je forme et avec mes collègues et avec toutes les personnes qui me parlent. Au début de mon carrière, je travaille beaucoup avec les développeurs. J'étais ancienne développeuse, donc je comprends qu'est-ce que ça veut dire un développeur. Il va passer beaucoup du temps à développer son code
Et après, il y en a quelqu'un qui va lui dire, écoute, là, il y en a une anomalie. Donc, notre rôle, c'est de remonter les anomalies. Et le développeur, il doit comprendre que notre rôle, c'est de remonter les anomalies. Mais par contre, je dis toujours, il y en a une façon, il y en a une technique, il y en a une bonne manière de dire les choses et comment les dire. Je reviens à mon expérience lors de début de mon carrière. Je travaille étroitement avec les développeurs. Donc, il y en a une équipe de test, il y en a une équipe de développeurs. On était dans le même bureau, nous travaillons sur la même application. Moi, je n'ai pas de place à côté de testeurs, mais plutôt, ma chaise est à côté des développeurs. Et lors de l'entretien individuel avec ma supérieure hiérarchique, en parlant des axes d'amélioration, l'axe qu'elle m'a dit, tu manques de méchanceté. Donc là, j'étais surprise et j'ai jamais oublié ça. Et j'ai jamais oublié cet entretien individuel. Elle m'a dit, tu me fausses les KPI. J'arrive pas à savoir si le développeur est bien ou non. Dès qu'il y aura une anomalie, ça sera corrigé et je sais même pas si c'est toi qui l'as corrigé ou bien c'est le développeur. Donc, disons que j'étais débutante à ce moment-là. Donc, à chaque fois que je trouve quelque chose qui ne va pas, je me rapproche de développeurs, j'essaye de comprendre et on va ensemble. Si ça va prendre du temps pour remonter réellement une anomalie, si ça ne va pas prendre beaucoup de temps, on va essayer de la corriger dans une autre anomalie ou bien au lieu d'écrire trois anomalies sur le même thème, j'écris une seule anomalie qui va englober. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne façon. Comme j'ai dit, j'étais débutante et je sais pas parfaitement à ce moment-là le process. Donc, certainement, il y en a un process. Mais là, l'intérêt de vous parler de ça, c'est quoi? C'est que tellement j'étais proche des développeurs, j'ai réussi à comprendre où ça pourrait être des anomalies. Juste avec la même équipe. Une période après, dès qu'il y aura un livrable qui a été livré et que j'ai qualifié, ils les prennent les yeux fermés parce qu'ils sachent très bien que c'est très bien qualifié. Donc, euh, ça vient d'où? Ça vient de la partie, parce que réellement, les développeurs, ils ne vont pas à ce moment-là négocier est-ce que c'est un changement de spec, est-ce qu'il y en a un malentendu, est-ce que c'est réellement une anomalie ou non. Non, ils vont comprendre si on a quelque chose, c'est qu'on a trouvé quelque chose qui ne va pas dans l'application et ça devrait être corrigé pour avoir un livrable de bonne qualité. C'est tout. Ils sachent que c'est ça l'intérêt. Et là, j'ai réussi à établir une confiance mutuelle entre moi et l'équipe de développeurs. Donc là, même côté information, l'information que j'aurais besoin, je la trouve et très facilement. Et je vous invite parfaitement à travailler en étroite collaboration avec les équipes de développement. C'est ce qui va faire la différence entre un testeur et un autre testeur. Je vais donner un autre exemple imaginaire d'un testeur. Aujourd'hui, il est en train de travailler sur une application. Il a trouvé une anomalie d'orthographe, une faute d'orthographe. Demain, dans le daily, quand tout le monde est en train d'attendre et le développeur qui a fait cette faute d'orthographe, il a développé une branche ou bien une fonctionnalité très compliquée. Il a passé du temps, il a fait le maximum pour réussir à développer cette fonctionnalité. Lors de daily, alors, monsieur le testeur, il va dire qu'est-ce qu'il a fait. Genre, hier, j'ai trouvé une anomalie dans le code de Mohamed, par exemple, et je lui ai assigné. Donc, vous pouvez imaginer qu'est-ce qu'il va sentir ce développeur. Et je suis contre de dire que le travail ne contient pas les sentiments. Non, on est des êtres humains. Pour être purement professionnel, mais avec une bonne communication. Là, vous allez me dire qu'est-ce que tu vas dire au lieu de ce testeur-là. De un, est-ce qu'on est obligé de dire que est-ce que quelque chose qui est vraiment bloquant ou bien très important, et tu me corriges, Olfala, par rapport au daily, c'est en scoop le scrub, est-ce qu'on est réellement obligé de dire que il y en a une faute d'orthographe dans le daily? Je Non, dirais carrément, on n'est pas obligé de parler de ce qu'on a fait hier tant que ça ajoute en rien tout à à fait, l'équipe. Donc, tout à plutôt, fait. moi je dis, c'est pas un statutaire, c'est pas un compte rendu. Plutôt,
voilà ce que j'ai appris, si il y a quelque chose qu'on a appris ensemble, mais sinon, l'objectif, c'est mon plan de match d'aujourd'hui et qu'est-ce que je peux faire pour aider l'équipe ou l'équipe, qu'est-ce qu'elle peut faire pour m'aider pour accomplir mon objectif. Donc, si j'ai Voilà, trouvé un bug que je l'ai déclaré et j'ai remonté et il n'y a rien de grave à partager avec l'équipe, c'est OK. Si vous pensez que le bug, il est à un sujet voilà. très intéressant à partager, peut-être pour recueillir aussi des feedbacks ou apprendre des leçons, là, je pense que oui. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Merci, Olfa. Donc, voilà, c'est un point très important. Je passe du temps pour parler de ce point-là, même dans la formation psychologie développeur, testeur développeur, même si dans l'examen, il n'y aura pas beaucoup de points pour cette partie-là, il y aura maximum 2 ou 3 questions, mais quand même, je sais que c'est une partie très importante parmi les clés de réussite des personnes. Sachant que la communication, c'est la clé de réussite, quel que soit le métier. Mais le métier de testeur, c'est un métier un peu spécifique. Il y avait une image qui ont voulu la donner à l'époque, l'image, la casquette de policier. Non, le testeur n'est pas un policier. Il ne va pas faire la police. Il a un rôle à bien expliquer, à bien exprimer dans l'équipe. Et si les personnes de ton équipe les personnes de ton équipe, les développeurs, les testeurs, le product owner, les architectes, il y en a, donc toutes les personnes de ton équipe, s'ils vont sentir que qu'ils vont avoir confiance en toi, c'est bon, tu n'auras pas de souci. Si tu trouves une anomalie, prends le temps et l'énergie et le courage de comprendre d'où ça vient. Parce que la prochaine fois, quand tu vas trouver quelque chose qui ressemble à ça, ou bien même s'il n'y aura pas une anomalie, tu ne l'as pas vu, tu peux tenter avec un esprit critique qu'il y aura peut-être la même chose dans une autre partie du code, ou bien quelque chose qui va être similaire à ce que tu as trouvé. Donc, c'est vraiment très important. Donc, là, l'intégration du test à toutes les étapes. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, OK, le testeur, il n'est pas amené à faire les tests unitaires, il n'est pas amené à faire les tests composants. Mais par contre, par exemple, si on va parler des tests Garkin, et tu es connaisseur de cette méthodologie, il y en a des développeurs dans ton équipe, il n'y aura pas de souci de leur expliquer, de leur aider à faire leurs tests unitaires, même si tu ne vas pas les faire. Donc, l'objectif là, c'est de montrer à ton équipe que les tests doivent commencer, plutôt les niveaux de test doivent être tous assurés. Quand je dis les niveaux de test, je parle test composant, test intégration, test système et test d'acceptance. Donc, il faut être sûr que les tests ont été faits à toutes les étapes. Tous les niveaux de tests ont été achevés. Et attention là, ne pas confondre avec les types de tests. D'ailleurs, les types de tests, ça sera un sujet très important parce que je vois pas mal de graphes qui circulent sur LinkedIn qui ne sont pas justes. Donc, ça sera. D'ailleurs, je pense qu'on pourra parler de ça une autre fois, Alpha, pour les tests, pour les types de testing, mais je profite pour vous dire ne pas prendre à l'aveuglette tout ce que vous trouvez sur LinkedIn. Il y en a pas mal de graphes qui ont été partagés qui ne sont pas corrects. Voilà. Donc, après, suivi rigoureux des objectifs qualité. Donc, là, comme toute chose dans le monde, dans la vie, il y en a des objectifs. La qualité aussi, elle en a des objectifs. Vous allez me dire, c'est clair, l'objectif de la qualité, c'est d'avoir un produit qui ne contient pas d'anomalie. Je vais vous dire attention, non, il n'y en a pas le zéro anomalie. Ça, c'est une illusion d'absence de défaut de 1. Mais par contre, ça dépendra des niveaux de risque. Si le risque il est très élevé, élevé, moyen ou n'est pas élevé du tout. Et ça dépendra de la stratégie de l'entreprise pour vendre l'article. Par exemple, on pourra dire, pour cette fois-ci, on pourra livrer l'article, même s'il y aura 2 anomalies mineures, une anomalie qui n'est pas majeure, essentiellement qu'il n'y aura pas d'anomalie bloquante. Donc là, il y en a des objectifs prédéfinis dès le début
des KPI KPI, c'est des valeurs qu'on va définir Des métriques. très bien, euh, des métriques qui vont être définies dès le début, et on doit, nous, en tant que qualifieur, assurer ces métriques-là. Donc, je ne voulais pas que vous arrivez à la date de livraison et votre produit contient deux anomalies mineures et une anomalie moyenne, par exemple, et vous dites, je ne donne pas le go en tant que testeur, tu vas donner le go ou no go à la production. Donc, tu vas dire, je ne vais pas donner mon go à la production parce que réellement, il y en a deux anomalies mineures. Même si les objectifs de qualité ne disent pas ça. Donc, voilà, il faut être conforme aux objectifs qualité. Parmi les fondamentaux de test logiciel, là, on va parler de compétences techniques nécessaires. Donc, quelles sont les compétences techniques nécessaires? Là, la première chose, c'est de bien comprendre les spécifications. Si vous n'arrivez pas à comprendre les spécifications, vous n'allez pas arriver à qualifier votre produit. Vous allez me dire, tiens, les spécifications, ce sont des requirements ou bien des user stories qui sont écrites quelque part, et je vais les lire et vérifier si c'est OK ou non. Alors, je vous dis non. Par exemple, si tu travailles pour une application bancaire et tu n'as pas de connaissances du tout pour l'environnement bancaire, et tu vas trouver des mots techniques comme le bilan, comme je ne suis pas connaisseuse dans le domaine, mais il y en a pas mal de mots techniques. Donc, si vous n'allez pas comprendre ces mots techniques-là, certainement il y aura une confusion avec d'autres mots. Par exemple, le mot bilan. Donc, ça n'a pas la même logique pour nous en tant que testeurs, le mot bilan dans la comptabilité, quoi. Donc, Pardon, là, ici, j'ai une question. Est-ce que je peux? si possible, l'écrire et on laisse les questions à la fin. D'accord, ok. Parfait, merci. Merci. N'hésite pas de la noter quelque part pour ne pas l'oublier après. Donc, D'accord, ok. il faut avoir une bonne compréhension aux spécifications. Il faut comprendre qu'est-ce qu'on va tester, qu'est-ce que nous allons tester. Voilà. Donc, après, il faut faire une analyse pertinente une analyse pour les cas de test pertinents. Qu'est-ce que ça veut dire une analyse pour les cas de test pertinents? Nous avons parlé déjà des objectifs de test. Donc, ça dépendra de la criticité de l'application. Ça veut dire si j'ai une journée pour terminer, finaliser mes tests, je ne vais pas me contenter de faire des tests qui sont absurdes. En général, c'est 1 sur 10 000 que ça va être reproduit. Un cas de test qui ne va pas être reproduit. Donc là, il faut bien réfléchir pour les cas de test que nous allons écrire et nous allons analyser par la suite. Quand je dis le mot analyse là, il y en a un autre volet, c'est l'analyse dont je vous ai parlé quand vous allez travailler en étroite collaboration avec les développeurs. Donc, s'il y en a des cas de test qui vont être plutôt des anomalies qui vont être reproduites ou bien vous jugez qu'elles sont critiques, donc à ce moment-là, introduisez-vous dans l'analyse pour avoir par la suite le critique et le background petit à petit qui va être grandi et c'est ce qu'on appelle l'expérience. C'est ça l'expérience. Si vous n'allez pas trop entrer dans les détails et vous restez retiré, il n'y aura pas une très grande valeur ajoutée qui va être ajoutée à votre carrière. Donc, conception de scénario détaillé. Donc, en tant que testeur, vous devrez bien écrire vos scénarios de test. Ce que je fais parfois, c'est que demander à deux testeurs, un d'écrire et l'autre d'exécuter, et vice-versa. Ne jamais donner le rôle d'exécuteur de test à qui que ce soit et ne l'acceptez pas. Être seulement un exécuteur. Mais par contre, c'est quoi l'objectif? C'est que je voulais quand le testeur écrit son
scénario de test, n'importe quelle personne pourra le reproduire. Le scénario de test ou bien les cas de test qui vont être archivés par la suite, ça fait partie de la documentation ça fait partie de la documentation du projet. Ça fait partie de l'archive du projet. Ça fait partie de la patrimoine aussi du projet. Donc, ça devrait être bien écrit, bien spécifié, avec toutes les informations, de telle façon n'importe quelle personne pourra le reproduire. Et par la même occasion, je dis la même chose pour les bugs. Donc, si vous allez écrire un bug, il faut bien l'écrire de telle façon n'importe quel développeur va travailler sur le bug, il pourra le reproduire. Voilà, donc documentation claire des résultats. Si le résultat est positif ou négatif, j'invite toujours à prendre des captures d'écran, des vidéos, euh, des résultats de query, de requêtes si on a besoin. Donc, l'objectif, c'est de garder toujours la traçabilité des résultats. Utilisation efficace des outils de test. Donc, il y en a des personnes qui ont des outils d'automatisation de test, mais malgré ça, ils font toujours quelques tests de régression manuellement. Donc, ça, c'est du gaspillage, je veux dire. Si on a un outil qui pourra faire ça, on va le faire. J'ai un outil qui pourra faire, par exemple, les tests de sécurité pour les API, je vais l'utiliser. Je n'aurai pas besoin d'introduire un outil où tu le donnes le type de test et lui, il va exécuter le cas de test et vérifier, par exemple, la vulnérabilité. Je n'aurai pas besoin de le faire manuellement, introduire des injections, des requêtes, ainsi de suite pour vérifier la vulnérabilité si mon outil me le permet de le faire. Donc, il faut bien utiliser les outils que nous avions dans les mains. Et autre chose, si un outil n'est pas destiné à quelque chose de spécifique, par exemple, qui va demander beaucoup de développement et on vérifie et on voit que le temps qu'on va passer à ajouter des plugins ou des développements spécifiques va prendre beaucoup plus de temps que le test qu'on va utiliser, qu'on va faire manuellement, et c'est un cas rare et on n'aura pas besoin réellement de le reproduire, ce test-là, plusieurs fois. Donc, à ce moment-là, on doit pas gaspiller notre temps. Bien sûr, l'adaptabilité à des environnements complexes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire adaptabilité? Le mot adaptabilité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si tu vas travailler dans un environnement calme, où il y en a une application très claire, il y en a des plateformes de développement où les développeurs ils vont travailler. Après, ça va passer à l'environnement de qualification. 3 développeurs, 2 testeurs, c'est bon. Donc ça, c'est un environnement qui n'est pas complexe. Donc, OK, c'est bien de travailler dans cet environnement-là, mais tu devrais être prêt le jour où il y aura nécessité de travailler dans un environnement où il y en a plusieurs équipes qui vont interagir ensemble pour avoir une seule application à la fin, ou bien il y en a des informations système que tu attends depuis l'autre équipe, il y en a d'autres informations que tu devras fournir et tout. Donc, il faut s'adapter. Ça veut dire que les règles, par exemple, qui sont définies pour une petite équipe, par exemple pour la livraison qui devrait être à chaque fin de sprint, et s'il y aura des anomalies, ça va être corrigé lors du prochain sprint. Dans un autre contexte très complexe, parfois on ne se permet pas d'attendre si notre sprint est de 4 semaines. L'autre équipe, elle va être bloquée si elle va attendre 4 semaines. Tu ne vas pas dire non, les règles, c'est comme ça, donc on devrait les suivre. Il faut s'adapter. Voilà. Donc, ça, c'est par rapport aux fondamentaux de test logiciel. J'espère que je vous ai donné une idée claire. Donc, c'est la partie qui est, je dirais, pas très importante. Toutes les parties sont importantes, mais il faut bien avoir une idée générale, c'est quoi le domaine et comment il faut réagir pour des petites choses qui nous paraissent petites, mais qui ont beaucoup de valeur. Là, je voulais parler de l'importance de la certification. Donc, la tendance dernièrement sur LinkedIn, c'est de dire les certifications ne sont pas la chose la plus importante. Même si tu n'es pas certifié, il n'y aura pas de souci.
tu pourras prendre ta place dans le marché, essentiellement l'expérience, ainsi de suite. Pour une personne qui a beaucoup d'années d'expérience dans le testing et ne voulait pas faire la certification, OK, je pourrais comprendre. Je dirais pas de souci, mais ça pourra passer. Par contre, pour une personne débutante ou bien confirmée, qui n'a, je sais pas, confirmée, c'est 1 à 3 ans. Voilà, je voulais dire pour une personne débutante ou confirmée qui n'est pas certifiée, elle pourra trouver certainement un emploi dans le marché, mais réellement, la concurrence, elle va être très chaude. En tant que recruteur, quand je reçois 2 CV, la première, euh, la première personne, elle est certifiée, la deuxième personne n'est pas certifiée, les deux ont 1 an, 2 ans, 3 ans d'expérience, automatiquement, je vais passer à la personne certifiée. Qu'est-ce que ça veut dire une personne certifiée? Et surtout pour l'ISTQB. D'ailleurs, quand vous voyez le taux d'échec, il est important. Pourquoi le taux d'échec il est important? Parce que la certification n'est pas évidente. N'est pas évidente, ça ne veut pas dire qu'elle est très compliquée, mais c'est une réelle certification. Ce n'est pas une certification accessible à tout le monde. Donc, en tant que recruteur, je sais si j'ai une personne devant moi qui est certifiée ISTQB, c'est que cette personne connaît les mots qui existent dans le glossaire. Le glossaire, c'est comme un dictionnaire qui contient tous les mots techniques du testing. Donc ça, c'est déjà le premier point dont j'aurais... c'est un point, comment dirais-je, qui me donne confiance à la personne qui est certifiée. De deux, c'est que c'est une personne intéressée par le domaine. Elle voulait avancer. Je vais vous montrer par la suite l'arborescence des certifications ISCQB. Donc, une personne qui a fait la fondamentale, par exemple, je sais que par la suite, elle va faire une autre branche. Elle va avancer dans ses compétences techniques. Elle va avancer dans ses knowledge. Donc, je sais que c'est une personne qui veut apprendre. Donc, c'est automatiquement une personne certifiée. C'est pas la même chose qu'une personne qui n'est pas certifiée. Donc, le premier point que j'ai mis, c'est la validation formelle des compétences. Ça veut dire que la personne, elle a les prérequis nécessaires. Par exemple, quand je dis les niveaux de test, automatiquement, les personnes qui ont de la certification, ils vont savoir que ce sont les tests composants, les tests d'intégration, les tests système et les tests d'acceptance. Par contre, une personne qui n'est pas certifiée, qui n'a pas lu, qui n'a pas lu euh, le syllabus, c'est pas sûr qu'elle va les connaître. Donc ça, c'est un exemple. On va travailler quand tu vas parler avec les développeurs. Je sais que la personne certifiée, elle va demander est-ce que les tests composants ont été faits ou non. Par contre, une personne qui n'est pas certifiée, elle va pas connaître qu'il y en a un niveau de test à faire avant qu'elle commence ses tests système, par exemple. Voilà, donc la reconnaissance internationale, donc quel que soit en Europe, en Amérique, en Canada, à Tunis, en Maroc, n'importe où, on parle le même langage. Donc, tout le monde te reconnaît certifié ISTQB. La différenciation dans le marché d'emploi, c'est le point dont j'ai parlé au début. Avoir 2 CV, une certifiée, l'autre non certifiée, automatiquement, tu vas opter pour la personne certifiée. Crédibilité accrue dans le domaine, c'est aussi le point dont j'ai parlé. Il y en a des choses de base qui sont là, que je suis sûre que tu les connais. Alors, une autre question automatiquement qui va être se poser. Est-ce que si je suis certifiée, ça veut dire que je suis un testeur? Non. Tu es certifié ISTQB. La partie pratique, elle est très importante. La partie faire des stages dans le testing, c'est très important. Faire les tests manuels, c'est très, très important. Faire les tests automatiques, c'est un plus très important. Donc, pour vous dire, ne pas avoir la certification ISTQB et croiser les bras. Loin de le dire. Mais par contre, comme base, c'est très bien. Il y en a des personnes qui vont poser la question, moi, je suis testeur. Est-ce que ça va m'augmenter, ça va m'ajouter quelque chose ou non?
certainement que ça va t'ajouter quelque chose. Moi, la première fois où j'ai passé la certification ISTQB, c'était après 6 ans d'expérience. Et malgré ça, j'ai passé les certifications ISTQB fondamentales. Et à ce moment-là, j'ai trouvé pas mal de choses que je connais pas, que je savais pas. Donc, juste pour vous dire, au début, on ne donne pas, en fait, depuis des années, on ne donne pas de l'importance aux certifications à Tunis. On travaille, c'est bon, on a de l'expérience. Je suis dans la même entreprise, je ne voulais pas changer, je n'ai pas l'intention de changer. J'étais chez Sofrecom, même si j'aurais la possibilité de faire des expériences fréquemment, plutôt faire des formations très fréquemment. Moi, en général, j'essaye de faire les formations qui peuvent m'ajouter de la valeur pour plus de mon métier de testeur. Mais j'ai jamais pensé à l'ISTQB. Je me dis, c'est bon, j'ai 6 ans d'expérience dans le testing, donc pourquoi je cherche à me certifier? Je me dis, j'ai pas besoin d'être certifiée pour montrer que je suis compétente. Tout le monde le sait dans mon entreprise. Mais par contre, après, j'ai voulu passer la test manager. Donc, la première chose qu'on m'a dit, tu devrais avoir 5 ans d'expérience et plus la fondamentale. Donc, tu ne pourras pas passer les autres certifications. Je vais montrer le graphe si tu n'as pas la fondamentale. J'ai voulu passer la test manager, c'est pour avoir, c'est pas pour l'objectif de la certification en lui-même, mais je voulais savoir le contenu. Je commençais à lire le syllabus, il y en a pas mal de choses que j'aurais besoin de me former, de quelqu'un qui pourra me donner de la valeur, de me donner des informations dans cette partie-là. Et la première chose qu'on m'a demandé lors de la formation, est-ce que tu as la fondamentale ou non? Donc, à ce moment-là où j'ai fait la fondamentale, après le mois prochain, j'ai passé le test manager. Mais pour vous dire, après, ça devient comme, euh, je trouve pas le mot, ni en arabe, ni en français, ni en anglais, mais quelque chose que je voulais faire à chaque fois. Donc, c'est quelque chose, je voulais avancer, je voulais faire la certification suivante. C'est pas pour avoir un tas de certifications non plus, mais à chaque fois que je fais la formation ou bien la certification, euh, en fait, on fait toujours les formations tous les jours. Mais par contre, pour avoir la certification, il faut s'engager, il faut faire beaucoup d'efforts, il faut apprendre les choses de base, il faut se mettre dans les contextes en faisant les exercices. Donc, à ce moment-là, il y en a un avancement, il y en a vraiment un challenge. Donc, à la fin de la formation, à la fin de la formation, c'est pas sûr que j'ai tout acquis. Mais par contre, après d'avoir la certification, j'ai acquis au moins 75% de ce qui existe dans le syllabus. Parce que réellement, j'ai beaucoup préparé et j'ai passé les exercices, ainsi de suite. Donc, voilà, donc c'est vraiment très important. Après, j'ai commencé à lire les syllabus de ces formations-là, de ces certifications-là, parce que réellement, dans mon travail, j'aurais besoin de savoir, par exemple, les tests de sécurité. Donc, j'allais directement à lire le syllabus de tests de sécurité. J'ai besoin de voir les tests de performance. Donc, j'allais voir le syllabus de tests de performance. Maîtriser ou non, c'est autre chose, mais au moins avoir une idée. Il y en a une formation aussi qui m'était très bénéfique, la Technical Test Analyst. C'est là où il y en a tous les types de tests non fonctionnels. Donc, en plus de la partie fonctionnelle, tu maîtrises la partie non fonctionnelle. Et tu ne pourras pas l'avoir si tu n'as pas la certification fondamentale. Par rapport à la certification testeur agile, donc, euh, là, je ne voulais pas trop entrer dans les détails. Je ne sais pas, mais j'ai l'intuition que ça ne va pas être d'actualité. Pourquoi? Parce que réellement, dans le testeur, dans le fondamental, il y en a la partie agilité qui a été ajoutée. Du coup, je pense, et on verra si mon pressentiment est correct ou non, que cette partie, elle va être éliminée. Parce que réellement, tout ce qui existe là, bon, pas tout ce qui existe là, mais les choses les plus importantes qui existent là sont déjà passées dans la V3, la V4 pour 2023. Voilà, donc juste pour vous dire que c'est vraiment très important d'être certifié. Alors, vous allez demander,
est-ce que je devrais faire la formation pour être certifiée ou non? Est-ce que je devrais dépenser de l'argent pour être certifiée ou non? Certes, pour le voucher que tu vas passer, tu devras payer le gaz pour acheter la certification. Pas acheter acheter le passage à la certification. Mais par contre, pour la formation, il y en a un tas de documentation disponible pour tout le monde. Il y en a pas mal de vidéos qui sont disponibles pour tout le monde. Il y en a pas mal de formateurs qui sont compétents et qui partagent en ligne pour tout le monde. Donc, la première chose que je recommande pour n'importe quelle personne qui voulait faire la formation, quel que soit en autonome ou bien chez un centre, quel que soit le centre, c'est la première chose de lire le syllabus, voir les vidéos, avoir une idée générale, passer les examens blancs. Il y en a même des examens blancs qui sont fournis dans le site de GASC. Si tu trouves que tout va bien et tu n'auras pas besoin d'une formation payante, vas-y, passe ton certification. Si tu auras besoin de la formation payante, ça, à ce moment-là, tu cherches le centre ou bien la formation qui te convient. Mais vraiment, les outils, ils sont partout. Les vidéos, ils sont partout. Voilà, donc ça, c'est par rapport à la certification et n'entendez pas les personnes qui disent c'est pas important. Si c'était pas important, il n'y aura pas nécessité de les mettre et il n'y aura pas nécessité que les personnes les prennent. Les personnes qui n'arrivent pas à prendre les certifications disent que c'est pas important. C'est tout. Voilà. Donc, voilà. Donc là, ce sont des recommandations pour bien choisir le volet qui convient. Je préfère rester sur ce diapo-là. Donc, il y en a des personnes qui viennent de domaine de l'automotive. D'accord? Après, même s'ils ont, je ne sais pas, un nombre bien, beaucoup d'années d'expérience dans le domaine d'automotive, et la personne a décidé de passer vers le testing, de faire une reconversion, moi, je dirais ne pas perdre ton expérience ancienne. Et c'est le point dont a entamé Olfa hier, en disant que lors de l'écriture de CV, il faut bien savoir comment choisir les termes. Il faut dire est-ce que réellement tu es débutant ou non. Parce qu'une personne qui a travaillé 5 ans dans le domaine d'automotive, après, elle a fait une reconversion vers le testing et a passé une certification automotive software tester, elle va être mieux payée qu'un test manager. D'accord? Voilà, une personne, par exemple, qui a fait réseau et sécurité informatique. Après, elle a travaillé dans le réseau, elle n'a pas fait de développement, elle n'a pas fait de testing. Et à un certain moment, elle a décidé de migrer vers le domaine de testing. Donc, elle a eu la fondamentale. Après, elle a passé la certification Security Tester, qui va la trouver très abordable vu son carrière dans le réseau informatique. Donc, à ce moment-là, elle va être experte en test sécurité. Et ce sont des profils très rares qu'on les cherche tout le temps et on ne les trouve pas. Et on ne trouve pas des disponibilités pour ces personnes-là et qui sont très, très bien payées. Donc, l'objectif là, c'est si une personne a déjà une expérience quelque part dans un domaine et pourra se spécialiser, terminer la spécialisation, même en faisant la reconversion professionnelle, qu'elle n'hésite pas. Parce que réellement, les testeurs manuels, c'est très facile de trouver un testeur manuel. Testeur automatisation, je dis pas c'est très facile, mais on trouve des automaticiens de test. Des automaticiens de test expérimentés, c'est un peu difficile. Mais finalement, il y en a dans le marché. Par contre, un testeur de sécurité, je ne vais pas trouver, par exemple. Jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé. Et ce ne sont pas des profils où tu vas mettre une offre d'emploi, je cherche un testeur sécurité. Aucun testeur de sécurité, il va postuler. Tu dois les chercher pour les trouver et les demander et envoyer votre demande, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez voir mon offre et qui est très intéressante et en général, c'est pas évident qu'ils acceptent de travailler dans une entreprise. Ils veulent travailler en freelance, ainsi de suite. Parce que réellement, c'est une spécialité très bien demandée.
Donc voilà. Donc là, en fait, j'ai profité de donner les astuces au cours de webinaire, mais quand même, je voulais être sûre que j'ai pratiquement donné les informations ou bien les conseils nécessaires. Donc là, avoir une curiosité, ça c'est un point dont j'ai parlé. Il faut bien être curieux, il faut chercher l'information, il ne faut pas se contenter de ce qui existe ou bien ce qui est écrit, mais s'il y aura une confusion, demandez aux développeurs, demandez aux product owners, demandez à vos collègues testeurs, à n'importe quelle personne, essentiellement de chercher l'information. Participer à des communautés de testeurs. Là, il y en a pas mal de communautés de testeurs sur LinkedIn. Il y en a pas mal d'informations. D'ailleurs, j'ai connu Olfa depuis une communauté de testeurs, sa communauté QA Evolution. Donc, c'était une occasion de la connaître, de connaître d'autres testeurs dans le domaine, expérimentés et non expérimentés, là où on apprend tout le monde. Il y en a des articles qui sont partagés. Donc, c'est bien d'être entouré par la communauté des testeurs. Et par la même occasion, si vous allez voir mon profil, je ne sais pas combien, à peu près moins que 9000 abonnés, je pense 8500 sont des testeurs. Donc, c'est la communauté. C'est réellement, quand j'ouvre mon mur, en général, je trouve des choses qui ont de rapport avec le testing. Très rarement que je trouve d'autres choses qui sont pas mal aussi, mais pour mon domaine, c'est bien enrichi, quoi. Donc, suivre les tendances de secteur. Donc, si actuellement on parle trop de l'automatisation no-code, ainsi de suite, donc pourquoi pas, il faut avoir une idée, il faut comprendre, il faut voir de quoi il s'agit. Euh, Pratiquer la communication proactive, donc il ne faut pas attendre que le livrable euh, euh, soit, soit fini ou bien envoyé au développeur plutôt à toi en tant que testeur pour poser les questions, mais dès le début, quelque chose de proactif qui commence dès le début. Chercher constamment à améliorer ses compétences, ça c'est le point dont j'ai parlé. Et je vous assure, ça devient comme le mot dont je n'ai pas trouvé, c'est quelque chose que tu voulais toujours avancer dans ça et l'apprendre et euh, tu ne vas pas t'arrêter. Voilà. Donc, euh, les meilleures pratiques, donc au plus de gestion de temps et la bonne communication, il faut choisir les bonnes méthodologies des tests reconnus. Donc, euh, parfois, s'il y en a un doute, n'hésitez pas de demander à vos confrères, les autres testeurs qui ne sont pas dans votre équipe ou bien qui ne sont pas dans votre pays ou bien pas. Il faut couper les الحدود. Voilà, j'ai pas trouvé. Il faut couper les frontières pour pouvoir apprendre et pour pouvoir évoluer. Planifier et organiser les tâches de test, donc la planification, la gestion de temps, je dis toujours. D'ailleurs, par la même occasion, j'en ai parlé dans une vidéo qui parlait de recrutement. Si un jour, tu es en train de passer un entretien et on te demande quels sont tes points négatifs, jamais de la vie, tu vas dire gestion de temps ou bien gestion de stress en tant que testeur. Un testeur qui ne sait pas gérer son temps et gérer son stress, il ne pourra pas être un bon testeur. Je vous dis pourquoi. La gestion de stress, c'est que on est la dernière maille avant de passer à la production. Parfois, on passe des choses à la production et hop, une anomalie. Donc, à ce moment-là, si tu vas être stressé, tu vas pas savoir comment bien gérer. Donc, il ne faut pas être stressé. Si, par exemple, tu as trouvé une anomalie, tu vas la remonter et tu es sûr que c'est une anomalie. Et de l'autre côté, le développeur te dit, par exemple, non, ce n'est pas une anomalie. Il ne faut pas faire des réactions à chaud. Il faut bien gérer son stress pour savoir comment communiquer par la suite. Gestion de temps aussi. On a une deadline pour faire la livraison pour que ça passe directement à la production. Si tu ne sais pas gérer ton temps, on risque d'avoir un produit non qualifié. Un produit non qualifié, ce n'est pas un produit de qualité.
qui va contenir pas mal de bugs. Donc, à ce moment-là, on va perdre le client, le client va perdre la confiance en notre produit et foutu. Et ça dépendra vraiment des niveaux de risque dont, je ne sais pas, on a parlé ou on pourra parler une autre fois, les 4 niveaux de risque. Soit le client il va être mécontent, soit on va avoir des pertes financières, soit il y aura des risques sur la vie humaine, par exemple pour les applications de médecine, par exemple, qui calculent le nombre de, qui calculent le glycémie, ou bien les applications qui ont de rapport avec la médecine, soit le 4e niveau, qui est un risque sur toute l'humanité pour les engins nucléaires, par exemple. Voilà, voilà. Donc, voilà, c'est le point suivant d'ailleurs. Prioriser les tests en fonction des risques et après équilibrer la couverture de tests avec efficacité. Alors, c'est un point très important pour les testeurs et qui travaillent déjà et qui vont travailler un jour. La couverture. Qu'est-ce que ça veut dire couverture? Il faut vérifier que toutes les spécifications ont été couvertes. Qu'est-ce que ça veut dire couverte? Ça veut dire qu'il y en a réellement un test pour tester cette fonctionnalité. Tu as un ensemble de fonctionnalités. La moindre de choses de faire le mapping si ces requirements ou bien ces fonctionnalités ont été couvertes par des cas de test ou non. C'est ça, la couverture pour nous, c'est en utilisant des cas de test. Voilà. Donc, des astuces pratiques pour la résolution de problèmes. Donc, la documentation, la collaboration étroite avec les développeurs. Si nous avions des tests récurrentes, donc là, nous devrons les automatiser. Et ça, c'est le point dont j'ai parlé. Utiliser les outils de gestion des défauts, si elle existe. Si elle n'existe pas, en général, ça existe. Si on a une équipe de testeurs, c'est qu'il y en a des outils de gestion de défauts. Mais même si ça n'existe pas, il y en a des outils qui sont en ligne, qui sont gratuits. Utilisez-les pour être sûr que les défauts après ont été corrigés, pour faire après les tests qu'on appelle les tests de confirmation. Voilà, il faut participer activement aux réunions de rétrospective. Donc, là où il y en a tous les mots, toutes les choses non verbales qui n'ont pas été dites lors de sprint, elles vont être dites lors de rétrospective. Et peut-être dans une autre occasion, je laisse Olfa parler de l'importance de cette réunion et comment le testeur il pourra contribuer euh, activement dans la rétrospective. Voilà, donc c'est tout pour ma présentation d'aujourd'hui. J'espère que c'était utile pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je te laisse la main, Alpha, pour la gestion. Merci, Raoula. J'ai dû changer de poste 2 fois, donc du coup, j'ai perdu les messages. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas soit de prendre la parole directement ou de reposer la question sur le chat. D'ailleurs, je préfère que la personne prendra la parole, parler à haute voix. Ça sera une occasion pour vous tous de vous exprimer. Même s'il y en a des choses qui ne sont pas claires, on va certainement les comprendre, essentiellement que l'information arrive euh, arrive, à votre interlocuteur qui est nous. Donc vas-y. Bonsoir, Bonsoir, mec. c'est Meher Mehri. Bonsoir tout le monde. Euh, Bonsoir. en fait, juste, bon, je mets plusieurs questions, mais euh, mi-mars, je commencerai un stage dans une entreprise lyonnaise. On sera 3 stagiaires, encadrés par une développeuse. Ils n'ont jamais fait du test. Et ils vont monter un pôle de test à travers Mm. nous, les stagiaires, les 3 stagiaires. Du coup, le contexte, ils ont 2 applications dans 2 secteurs. Le premier, c'est l'hôtellerie, réservation d'hôtel, et la deuxième, c'est l'expertise comptabilité. Et du coup, ils utilisent langage C Sharp. Les outils, ils ont un outil de gestion de projet interne, Jenkins et Playwright. Oui.
ils vont intégrer Postman aussi. Du coup, ils travaillent en semi-agile et bah, les objectifs de l'entreprise, c'est automatiser les tests, faire une stratégie de test et ils ont beaucoup de documentation, je pense, et faire le maximum des cas de test pertinents, en fait. Ma question, en tant que débutant stagiaire, je voulais savoir comment commencer en fait ce travail, comment les étapes, comment euh, le road mapping, comment je commence en fait ce travail. Il faut comprendre bien. Vous n'avez pas un encadreur qui est en train de vous encadrer pour votre Une stage? développeuse, une développeuse d'application mobile, elle a développé, elle n'est pas testeuse, elle est développeuse, mais D'accord, oui. elle a quelques Réel- documentations, elle a fait quelques tests, elle m'a montré, mais c'est pas vraiment oui. grand chose. Euh, euh, Réellement, c'est pas une encadreur, donc c'est pas dans ton domaine de métier, il n'est pas de domaine. D'accord. Donc, la première chose, ce que je recommande, je vais dire, je vais highlighter, je vais pas entrer dans les détails, mais la première chose, c'est de voir la documentation. Euh, Pas voir lire la documentation, mais plutôt euh, euh, organiser ou bien canaliser la documentation pour après le jour où tu auras besoin d'une information, tu sais très bien où la chercher. Donc, après, ton rôle en tant que testeur, c'est de vérifier que les fonctionnalités ont été testées ou non. Donc, chercher la liste des fonctionnalités et commencer petit à petit. La première fonctionnalité, tu essayes de la comprendre. Si tu la comprends, tu vas revenir à la documentation pour chercher l'explication. OK, si tu la trouves dans la documentation, sinon, tu cherches l'information au sein de ton équipe avec le product owner, avec la développeuse, n'importe essentiellement de chercher l'information. Si, OK, c'est bon, à ce moment-là, tu vas écrire les cas de test positifs et imaginer les cas de test des cas négatifs et commencer les tests. Voilà. Donc, en tant que testeur, en tant que stagiaire de test, je pense que tu pourras commencer par ça. Après, les idées, elles viendront petit à petit et peut-être l'équipe, elle va te demander des tâches petit à petit, d'autres tâches, quoi. D'accord, merci. Et pour l'automatisation, en fait, parce qu'ils Euh, demandent des tests. Oui, pour l'automatisation, oui, pour l'automatisation, après, il faut voir avec, par exemple, la développeuse, euh, les choses, ça ne devrait pas être avec la développeuse, mais pour ton cas, par exemple, la développeuse et le product owner ensemble, les cas qui sont très importants, les cas qui vont être répétés à euh, les cas de figure, je voulais dire là, qui vont être répétés récurrentes et commencer par l'automatisation de cette partie. Comme j'ai dit hier, ne vous parpillez pas sur plusieurs outils, plutôt tu prends un domaine d'expertise, tu le commences. Par exemple, je ne sais pas, tu m'as dit qu'ils vont commencer par Postman. Si tu es en train de tester les API, tu pourras commencer par Postman. Si tu veux rester sur la partie application, donc à ce moment-là, avec l'outil Playwright que vous avez déjà, qui n'est pas aussi compliqué. Donc, il y en a pas mal de documentation aussi sur ça. Et en plus, c'est un outil no-code. Donc, même les non-développeurs, ils peuvent l'utiliser et commencer à faire quelques automatisations de tests. Sachant que pour moi, l'automatisation de tests, elle devrait être liée avec votre système pour les lancer automatiquement en CI/CD à chaque fois qu'il y aura une autre livraison. D'accord. Donc Ouais, voilà, disons, très bien. d'accord. Voilà, Merci beaucoup, ouais, c'est clair. Merci beaucoup. avec plaisir. Avec plaisir. Qui prendra la parole? Nesrine, plutôt Tarq. Tarq, depuis tout à l'heure, il a levé la main. Oui, déjà merci pour la présentation et je crois que Nisrine a, parce que j'ai trouvé la question sur le chat, mais donc si vous voulez, comme ça on passe premier arrivé, premier servi, sinon voilà. Si vous voulez Euh, répondre à la question de Nisrine. OK, pour Nesrine, alors, elle cherche les outils nécessaires pour décrocher un emploi. On a parlé de ça hier. Donc, il n'y a pas pour un une outil personne, nécessaire. Oui,
en reconversion. Elle est certifiée ISTQB. Elle fait maintenant un stage manuel, mais elle demande s'il y a d'autres outils à ajouter ou à maîtriser pour faire un job. Oui, certainement. Je dis, ne vous contentez pas sur les tests manuels, même les salaires pour les testeurs manuels n'est pas aussi élevé quel que soit le pays. Donc, ça va différer, mais ça dépendra des pays, des régions, mais quand même, c'est pas le salaire souhaité pour, quelqu'un dans le monde d'Haïti. Il aura la possibilité d'avoir un salaire beaucoup mieux en faisant l'automatisation. Donc, les outils, on ne pourra pas dire il faut commencer par cet outil-là ou bien par cet outil-là. Moi, je recommande Selenium A4Q. Euh, c'est une formation qui est orientée vers les testeurs, qui n'est pas très compliquée pour avoir les bases de l'automatisation de tests. Après, vous pouvez choisir n'importe quel outil et avancer sur ça. Si la personne voulait, par exemple, se spécialiser dans les tests API parce qu'elle sait que dans son entreprise, il travaille sur les API et elle voulait avoir une évolution dans son entreprise, donc à ce moment-là, euh, elle pourra, elle pourra, elle pourra choisir cet outil-là. Par contre, je m'excuse, je devrais me mettre en... Tu es en mute, Raoula? Oui, et je te laisse la main pour la question suivante. Ok. Merci. Alors, le chat. Alors, Tarek, c'est ton tour. Est-ce qu'il y a ou il y a d'autres personnes? Oui, voilà, je suis Tarek, 5 ans d'expérience en tant que QA. Ma question, déjà merci pour la présentation encore une fois, c'était très intéressant. Ma question, c'est aujourd'hui, je suis à QA fonctionnel. J'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a une possibilité de switcher vers un automaticien, sachant que j'ai un background, j'ai déjà effectué des stages en développement, c'était des stages académiques en développement informatique PHP et Java. Mais malheureusement, les entreprises aujourd'hui, elles cherchent un automaticien qui a 4 ans, 5 ans d'expérience. Est-ce que l'assertif d'un automaticien peut augmenter la chance pour décrocher un poste comme automaticien? Voilà, c'était ma question et merci par avance. Euh, OK, pour la certification, est-ce qu'elle est en elle-même suffisante pour décrocher un entretien ou bien un emploi? Euh, je ne pourrais pas dire oui ou non, ça dépendra vraiment de l'entreprise, mais par contre, je vous invite à créer votre repo guide sur lequel vous allez faire des exercices, vous allez faire travailler dans le freelance. Il y en a pas mal de sites qui sont là pour faire des simulations de travail, chercher un stage, même non payant pour en moins ajouter des choses dans votre CV. Les automaticiens de 5 ans d'expérience, certes, ils sont bien demandés dans le marché, mais même des automaticiens qui ont, par exemple, 1 an et demi, 2 ans dans un outil spécifique. Par exemple, si j'ai besoin d'un testeur demain Postman et je trouve quelqu'un qui a 2 ans d'expérience dans 1 année et demie en Postman, donc je ne vais pas hésiter de planifier un entretien avec lui et voir ce qu'il a. Par contre, Ouais. un point de plus, comme je viens de dire, c'est de créer votre repo guide et commencer à travailler sur ça. Tout le monde est au courant que c'est pas évident de décrocher un entretien, de décrocher un emploi. Donc, il y en a des personnes qui n'arrivent pas à le faire. Les entreprises cherchent l'expérience. Donc, avec cette méthodologie, on pourra accepter les profils même qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Voilà. Oui, en fait, D'accord. rien ne vous empêche de commencer votre expérience. J'ai pas besoin Ouais, d'être recruté. Tu dis que tu as 5 ans ouais. d'expérience. Tu commences avec ce que tu ou là où tu es. Même si, par exemple, je comprends parfois l'entreprise, par exemple, ne demande pas. OK, moi, je vais le faire tout Mhm, seul. Donc, je vais créer, comme elle a dit, mon répertoire guide. Je vais l'enrichir avec mes tests. mhm, Moi, je prends l'exemple dans mes formations. Je ouais. prends
CNN, par exemple, le site CNN, je peux le bombarder avec les tests, Ouais. des tests de sécurité, des tests de stress, quel que soit, LinkedIn, les applications Lyonna. Donc, on peut créer nos propres tests auto, pas besoin d'avoir un employeur quelque part. Et ça fait partie en fait du process d'apprentissage, pas seulement apprendre théoriquement. Par exemple, si je parle de Postman, ok, je peux voir les vidéos, je peux lire les documents, mais Oui, c'est totalement différent lorsqu'on commence de pratiquer ça, avec les problèmes qu'on va trouver pour l'installation, pour le lancement de notre premier test API, et tout ça, ça va entrer dans votre process d'apprentissage. Donc, lorsque tu dis D'accord. j'ai testé avec Postman, ça veut dire que Mhm. oui, j'ai quelque part un répertoire qui prouve que Mhm. j'ai fait quelque chose, même si je n'étais pas payée pour ça. D'accord, oui. je comprends. Bah, merci beaucoup pour le partage. Merci Merci, beaucoup. Tara. Je passe la parole à Lobna. Bonsoir tout le monde. D'abord, je vous remercie pour cette présentation très enrichissante. Avec plaisir. Alors, comme stagiaire débutante, j'aime savoir comment ça se passe et comment se comporter dans les réunions rétrospectives. Je vais prendre ça. En fait, comment se comporter dans ces réunions-là? Il faut comprendre déjà le pourquoi des choses. Pourquoi on fait ce genre de réunion? C'est une réunion d'équipe qui est dédiée pour améliorer ou déjà nous inspecter et nous améliorer. Donc, euh, tu es là en tant que membre de l'équipe, pas forcément seulement un QA. Donc, tu peux parler aussi de ce que tu as vécu en faisant ton job journalier, mais aussi tu peux parler en tant qu'une membre de l'équipe pour voir si tu peux ou si tu peux remonter des défis, des challenges que tu as reçus. Donc, comment tu vas participer? C'est simple, il suffit de parler sans jugement d'ailleurs, de ce que tu veux améliorer dans l'équipe, dans le process. Et généralement, dans ce genre de réunion, il n'y a pas de directeur, il n'y a pas de gestionnaire, de chef de projet. C'est une réunion seulement dédiée à l'équipe, pour l'amélioration de façon de travailler de l'équipe. Donc, ça sera simple, sans compliquer les choses. C'est un moment d'échange simple. Voilà ce qu'on a vécu dans l'itération précédente, et voilà ce qu'on peut euh, apprendre et ce qu'on peut améliorer dans les prochaines itérations. D'accord, merci, merci beaucoup. Je vais te poser la question, Raoula, la prochaine, ça se répète en fait, et ça tourne autour celle de Tarek. Je suis certifiée SQB Foundation et Agile Tester. J'ai le côté théorique, mais il me manque le côté pratique. Comment puis-je m'améliorer et par où commencer? Pratiquement, c'est une question qui se répète. Alors, la personne, elle est en train de travailler ou bien elle a la certification et elle n'a pas commencé le travail. Tarek, c'est toi? Euh, je pense qu'elle est en stage manuel. C'est ça? Oh non, je ne sais pas. C'est Heidi, si tu peux Oui, prendre la parole. oui. Oui, donc Heidi, tu travailles actuellement? J'ai pas la réponse. C'est pas grave, je Bonsoir, passe à je la peux question. intervenir? Très bien. Bonsoir. Bonsoir, c'est le compte de Eddie. Ah, ok, donc je vous laisse. En fait, c'est Khawla. Je suis connectée sur le compte de mon mari, donc désolée. Donc vas-y. J'ai eu juste un problème de micro. Donc, merci pour la présentation tout d'abord. Alors, je me suis auto-formée euh, sur le syllabus, sur le domaine de test il y a quelques temps. Mhm. J'étais en train de travailler dans un autre domaine, Oui, totalement différent de tests.
Je suis en génie civil. D'accord. Donc, je me suis reconvertie. Je me suis auto-formée toute seule. J'ai passé l'examen et j'ai obtenu le certificat. Très bien. Mais donc, j'ai pris 6 mois pour me démissionner et pour changer du domaine et tout. Et depuis, je suis bloquée là. Je ne sais pas par quoi D'accord. commencer, comment D'accord. pratiquer. Donc, C'est pas merci. grave. Alors, juste pour répondre à cette question, euh, on doit avancer. On ne doit pas être bloqué. Déjà, le fait de D'accord, dire actuellement je suis bloqué, tu vas faire un blocage autour de toi et ça va t'empêcher d'avancer. Tu as pris une décision, une bonne décision. La preuve, tu es certifié IESCQB. Après, comment avancer? Euh, je- Moi, je sais que après tout, le travail, euh, il y en a beaucoup de choses que nous devrons faire, mais après tout, c'est un rizq. Donc, un jour, il viendra. Tant que tu essaies, tu as pris la certification, tu restes pas bloqué. Tu avances sur d'autres volets. Tu avances sur l'automatisation. Tu crées ton repo Git. Entre-temps, tu postules. Tu regardes ton CV, est-ce qu'il y en a quelque chose qui ne va pas? Tu regardes ton LinkedIn, est-ce qu'il y en a quelque chose qui ne va pas? Si tu arrives à faire des formations complémentaires pour les soft skills, il n'y aura pas de souci. Ça pourra augmenter ta visibilité. Peut-être entre-temps, tu trouves quelque chose mieux pour toi que le testing et tu pourras avancer. Par exemple, ingénieur d'affaires, un jour, il aura besoin d'ingénieur d'affaires qui a des connaissances dans le testing et tu trouves que tu as cette compétence-là. C'est juste pour donner une idée. Ça ne veut pas dire que tu vas être dans ce volet-là. Mais essentiellement, pour moi, c'est d'avancer. Ne pas rester. Les entretiens que tu vas passer, si on t'appelle pour des entretiens, tant mieux. Ça veut dire que ton CV, il est attractif, ton profil, il est attractif. Si on ne t'appelle pas, c'est qu'il y en a quelque chose là qu'il faut corriger. Si tu arrives à décrocher des entretiens, même si tu ne vas pas réussir, c'est bien parce que réellement, tu vas t'entraîner pour les entretiens. Entre-temps, tout ça, ça roule et tu avances dans la partie automatisation. Tu as terminé la partie automatisation, tu as terminé un outil spécifique ou quelque chose de spécifique dans l'automatisation, tu vas commencer ton repo Git. Tu avances. C'est dans cette partie-là, tu avances sur autre chose, sur l'automatisation. Donc là, tu es en train, comme a dit Olfa, tu es en train d'acquérir de l'expérience sans travailler, sans être réellement en poste. Avoir l'expérience, tu travailles, mais pas en poste. Voilà, donc je voulais pas que tu te fermes, tu te dis, je me suis bloquée, je n'ai pas fait le bon choix. J'avais mon carrière que j'ai laissée derrière moi, j'étais bien dans mon entreprise, j'ai démissionné, c'est pas évident de retrouver un emploi dans le génie civil, c'est ce qui tourne dans la tête. Mais finalement, non, tu as pris une décision. Tu vas apprendre, tu vas avancer et tu vas t'améliorer et tu vas réussir, Inch'Allah, pour avoir ton emploi. Le temps où Rabbi يحب معناها, c'est tout. Voilà. J'espère que je t'ai répondu, Khawla. Donc, la personne suivante, je pense 9h30, on fait le tirage au sort, Alpha? والفائدة كتير حولها. Elle a écrit dans le chat qu'elle va revenir dans quelques minutes. Oui. D'accord. Ok, je prends les questions. Donc, la question suivante. Khawla, je peux intervenir? Oui, bien sûr. Donc, je suis Amine. Je suis débutant dans le domaine testing. J'ai fait une reconversion professionnelle. À la Mhm. base, je suis maîtrisé en finance, et avec presque 12 ans d'expérience comme un commercial terrain. D'accord. J'ai fait Maîtrise en mon... quoi? Comment? Maîtrise en quoi? En finance. Finance. D'accord. 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 Donc, j'ai fait la formation STQB et j'ai obtenu mon diplôme. Et Bien. ensuite, j'ai fait une autre formation en test auto Selenium Python. D'accord. Comme vous savez, c'est un peu dur d'être recruté sans aucune expérience. Donc, Oui. une fois, j'ai trouvé une offre d'emploi concernant un technico-commercial avec une boîte de développement. J'ai D'accord. postulé et j'ai été choisi. Oui.
et recruté avec eux. Après l'entretien, j'ai parlé avec le directeur et Mhm. j'ai arrivé à lui convaincre que je Très peux bien. travailler avec eux, double casquette comme un testeur et un consultant QA et un D'accord. technico-commercial. Donc, il a aimé l'idée, et, il a accepté, heureusement. Parfait. J'ai démarré avec eux depuis presque 3 semaines. Très bien. Maintenant ils ont des applications et des solutions qui sont développées et commercialisées déjà. Mhm. En attendant, en fin de mars, ils vont démarrer un nouveau projet, un grand projet D'accord. concernant les solutions des voitures, et le charge des voitures électriques. D'accord. Donc, il me reste presque un mois. Comment je peux exploiter ou se bénéficier de cette période-là avec des solutions ou des applications qui sont déjà développées et déployées? Est-ce que J'ai je pas, peux faire j'ai des pas tests? la Je question, peux... juste la question, je ne l'ai pas compris. Ben, ils ont des applications déjà qui sont commercialisées, prêtes Oui. et développées et finies. Est-ce que Oui, je d'accord. peux exploiter de faire quelques tests ou pratiquer Euh, quelques... euh, je dirais oui ou non. Pourquoi je dirais oui? Si réellement les tests qui sont déjà commercialisés ont beaucoup de relations avec les tests, avec les applications sur lesquelles tu vas travailler, ça sera bénéfique. Mais par contre, si il n'y en a pas de relation ou bien la relation elle est très minime, je dirais, vaudra mieux gagner votre temps dans les applications sur lesquelles tu devras travailler que d'exploiter les autres applications qui sont déjà sur le marché. Parfois, on sait qu'il y en a une application, même si on a une anomalie. Alors, je comprends qu'est-ce que tu dis. Tu dis peut-être qu'il y en a des anomalies ou il y en a d'autres personnes ou bien tes testeurs qui ne l'ont pas détecté. Et moi, ça sera bien de les détecter et voilà, montrer mon travail. Or, non. Parfois, on sait qu'il y en a des anomalies dans des applications, mais tant que ça fonctionne correctement, on n'a pas des remontées rendement client, on n'a pas de pertes financières, on les laisse tranquilles, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est pour cela où j'ai parlé des objectifs de test dans la présentation, parce que réellement, c'est très important de comprendre les objectifs réels de test avant d'entamer la partie testing. Voilà. Oui, D'accord, d'accord. juste, je ne sais J'ai pas si, compris. euh, si Olfa est là ou non. Non, pas encore. Après, les personnes qui n'en vont pas arriver à poser leurs questions pour cette fois-ci, je vous assure, je serai là avec vous, Inch'Allah, chaque mois. Et même si je ne serai pas là, Alpha hier a partagé mon LinkedIn avec vous, je le repartage. Vous pouvez me contacter à tout moment pour poser. Si je ne réponds pas immédiatement, certainement dès que je verrai votre message ou bien j'ai un temps, un tout petit peu de temps, je pourrai répondre. Je trouve pas où. Attendez, comment je devrais faire? Arrêter le partage pour pouvoir vous envoyer. Voilà. Bonsoir, Madame Khawat. Bonsoir. Est-ce que je peux intervenir? Oui, bien sûr. Merci. Donc, je m'appelle Ahmed Amin. J'ai 2 ans d'expérience dans le profil d'un test analyste. J'ai une question à propos le profil d'un test analyste. Est-ce qu'il est concerné à savoir ou il a des connaissances en SQL? Est-ce qu'un test analyste, il a le droit de tester les bases de données? Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Euh, en fait, on a le droit de tester tout, quel que soit le domaine, quelles que soient les choses qui existent dans notre projet. Si ça fait partie des objectifs de test, nous avons le droit de les tester. Un analyste de test, euh, je dirais parmi les prérequis, c'est d'avoir des compétences minimales ou bien des connaissances en base de données. Donc, parce qu'il va réellement manipuler les données, donc certainement que oui. Sachant que c'est pas aussi évident la manipulation des données, il faut faire attention à surtout rendre la base de données à son état avant de partir.
Moi, je dirais toujours faire une copie, travailler sur la copie, ne pas toucher la base de données. Si c'est possible, c'est pas toujours évident si la base de données est volumineuse et tout, mais il faut toujours faire attention pour la manipulation des bases de données. Voilà. Euh, J'espère que j'ai répondu. Juste, Alpha, si on pourra Oui, faire le tirage au sort, les personnes merci que j'ai beaucoup. avec plaisir. Que j'ai pas répondu, je vous laisse mon équipe pour me contacter. Sinon, le mois prochain, Inch'Allah, on aura une autre session et je pourrai répondre à tout le monde. D'accord?